Demande de pardon de José à Aline, en colère Camille Makosso cite les noms des commanditaires pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti! Il y a quelques jours, la chanteuse José est sortie de son mutisme pour réagir aux polémiques sur sa relation avec Sœur Dié qui a assumé être le père de son deuxième enfant. Choqué par cette réaction, le révérend Camille Makosso a dénoncé les conseillers de José dans une vidéo. José, qui te livre? C'est qui? C'est qui? Je ne suis pas content, aujourd'hui, on va trouver le livreur, a crié Camille Makosso dans un direct sur ses réseaux sociaux. L'homme de Dieu reproche à l'interprète du titre « Diplôme » de s'être adressé à l'ex-femme de son compagnon, Sœur Dié dans cette affaire, il faut être vrai. Tant que José ne disait rien, moi je ne dis rien. La vie privée étant sacrée. Qui a dit à José de venir faire ce communiqué? Celui-là, c'est lui que je cherche. Il faut que je prenne son âme? Ce gars-là ne l'aime pas. Tu aurais dû fermer ta bouche, a-t-il réagi à l'en croire? José n'aurait jamais dû réagir et encore moins prononcer le prénom d'Aline. C'est pour la narguer? Que Aline trouve la force un jour de me pardonner. Tu veux qu'elle te pardonne? Madame Gbagbo va te répondre, a-t-il ajouté avant de jouer une vidéo dans laquelle Simone Gbagbo réclame son mari. Je te pardonne mais donne-moi mon mari, a déclaré l'ex-première dame ivoirienne. Les deux boys Z à la barre d'après Makosso. Outre la pression reçue par José de la part de sa mère spirituelle, ce sont les artistes du groupe Deux Boys Z connus comme les filles d'honneur de José, qui l'auraient conseillé. Les deux Boys Z, prenez votre tabouret, je viens à vous tout à l'heure, parce qu'on m'a dit, c'est vous qui livrez. Vous avez livré quelque chose qui n'était pas sain, voici maintenant les conséquences, a-t-il reproché aux deux Boys Z. Ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que Sœur Dié parle, José parle, Aline ne parle jamais. Si au moins, la fille avait fait un post pour dire « On a volé mon mari, je suis fâché », on allait comprendre. Pour une affaire de Mougouli, S3 10e note de la rédaction, quelque chose qu'on se cache pour aller faire, vous venez sur la place publique pour parler. Mais pourquoi? Se désole Makosso. Retour sur la réaction de José. Il y a environ 2 semaines, l'ancien footballeur ivoirien Sœur Dié a fait des révélations sur sa vie conjugale sur la chaîne ivoirienne Lifet. En plus d'avoir annoncé être en couple avec la chanteuse José, l'ex-capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire a confié qu'il s'est séparé de sa femme Aline, une révélation qui a suscité de vives polémiques. Sur la toile, José est traité de voleuse de mari par des milliers de fans. Mais pour José, l'erreur est humaine et le pardon divin. Affaire téléphone iPhone d'Arafat au Lokpacha, répond à Tina Glamour. Bientôt 3 ans que Ouange Didier Dji Arafat a disparu, mais Tina Glamour n'a jamais cessé de penser à son fils. Elle pense aussi au téléphone portable de son champion du coupé décalé, car pour ce que représentait le père de la Chine dans l'industrie musicale et auprès de hautes personnalités politiques, son téléphone devait être une mine d'informations. Mais ces informations pouvaient-elles mener aux causes de sa disparition? Difficile de l'affirmer. Récemment, Tina a réclamé ce téléphone et déclaré que ce iPhone doit bien exister quelque part. Elle ne croit pas qu'il ait été détruit après la mort de Yorobo. Soupçonnant Olokacha, le plus proche collaborateur d'Arafat, d'avoir caché ce téléphone, elle a même menacé de porter plainte en disant que celui qui détient encore cet appareil aura de sérieux problèmes s'il ne le restitue pas, car selon elle, les photos d'Arafat publiées récemment sur les réseaux sociaux proviennent de son dernier voyage en Europe avant sa mort. Dès lors, elle se demande comment Olokpacha est entré en possession de ces images si le téléphone a été détruit. On se rappelle cependant que quelques jours seulement après le décès brutal de Dji Arafat dans un accident de moto, son bras droit, Dupro Francis Didier, plus connu sous le nom d'Olokpacha, avait révélé avoir volontairement détruit le téléphone iPhone du chef de la Chine et il en avait donné les raisons. Je reconnais avoir été la personne qui a cassé le portable iPhone dit d'Arafat. C'était 2 jours après son décès. Je l'ai fait volontairement. Un téléphone, il est personnel. Si Arafat n'est plus de ce monde, je ne vois pas pourquoi son téléphone va traîner dans les mains des gens. Mon ami Arafat avait trop de choses confidentielles dans ce téléphone. Il avait des conversations personnelles avec des boss et ses anciennes nanas. Si le téléphone se retrouve encore dans les mains des gens, ce sont ces mêmes personnes qui vont publier demain certaines choses secrètes de Didier sur les réseaux sociaux. Il fallait donc démolir cet appareil. J'ai cassé le téléphone, en présence de Youyou, Vanessa Fashion, Landry Agban qui m'ont même encouragé ce jour-là, avait-il expliqué. La chaîne de télévision à capitaux publics, RTI1 a certainement battu l'audimat dans la nuit d'hier samedi à dimanche dans les foyers ivoiriens.
En effet, le comité Miss Côte d'Ivoire, organe cher à Victoria Pobi, organisait la finale de la 26e édition de ce concours des reines de la beauté ivoirienne à défaut d'avoir obtenu un ticket, précieux sésame pour être au Sofitel Hôtel Ivoire et être des témoins privilégiés de cette compétition qui allait voir le sacre de la nouvelle ambassadrice de la beauté ivoirienne. Bon nombre d'Ivoiriens n'ont toutefois rien raté de cette cérémonie grâce à la magie de la télévision. Au terme de cette compétition qui a tenu le public en haleine, c'est mademoiselle Kwasi Marlène Kani, âgée de 23 ans, qui arborait le brassard numéro 2 qui s'est adjugé la belle couronne de Miss Côte d'Ivoire. Il revient désormais à cette jeune étudiante inscrite en Master 1 de droit privé, issue des présélections à l'étape d'Aboisseau, de prendre le relais d'Olivia Yassé et promouvoir l'image de la Côte d'Ivoire à travers monde toutefois, au lendemain de cette 26e édition du concours de beauté. Miss Côte d'Ivoire 2022, une autre personne et non des moindres est en passe de voler la vedette à Miss Marlène Kwasi, invitée au nombre des artistes pour égayer les prestigieux invités à cette magnifique cérémonie. Le célèbre arrangeur et chanteur Baby Philippe a profité de son temps de passage pour dénoncer le coût de la vie qui est de plus en plus insupportable. Face à l'envolée incontrôlée des prix des denrées de première nécessité et cela au grand désarroi des millions de familles aux modestes moyens, l'artiste coupé-décalé a dans un humour caustique propre aux Ivoiriens, interpellé les premières autorités sur la cherté de la vie. Il a invité les autorités à sciencer afin de soulager les populations. Selon l'artiste, même le porc au four, un mets fort prisé par les Abidjanais et surtout les habitants de la belle cité de Yopougon est désormais hors de prix. Ce plaidoyer de l'artiste a été accueilli par un tonnerre d'applaudissements et de clameurs, signe de la réalité et de l'acuité du problème au lendemain de cette prise de position que beaucoup de personnes saluent, des voix s'élèvent plutôt pour la critiquer avec véhémence. Pour les détracteurs de Baby Philippe, même si la question du coût de la vie n'est pas à occulter, l'artiste a cependant mal choisi le moment et le cadre. Pour Crépin Gondo, très influent sur les réseaux sociaux, ce n'était pas le lieu et il, note de la rédaction Baby Philippe, a été maladroit dans la manière de dénoncer, a-t-il réagi. Pour lui et bien d'autres opinions, le chanteur aurait dû certainement se contenter de faire sa prestation et s'en aller et non faire cette déclaration qui porte atteinte à l'image du pays dans un contexte où les autorités font déjà beaucoup. Blaise Compaoré est arrivé à Ouagadougou jeudi 7 juillet en début d'après-midi dans un vol privé affrété par les autorités ivoiriennes. Un retour rendu possible par la junte au pouvoir, officiellement, pour des entretiens avec le président de la transition, le lieutenant-colonel Damiba, et les anciens présidents du pays. Mais Blaise Compaoré a été condamné, en avril, à la prison à vie, pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara. Après près de 8 années d'exil, son retour sans être écroué fait donc polémique quand Blaise Compaoré s'enfuit en octobre 2014, chassé par une insurrection populaire et lâché par l'armée. C'est en Côte d'Ivoire qu'il atterrit. Un an plus tard, la justice militaire burkinabé lance un mandat d'arrêt international contre lui pour son implication dans la mort de Thomas Sankara, assassiné en 1987 lors du coup d'État qui porte Blaise Compaoré au pouvoir en 2016. Il obtient la nationalité ivoirienne, ce qui complique toute possibilité d'extradition. Il y a 3 ans, alors que le pays est en proie aux attaques terroristes, Blaise Compaoré écrit une lettre au président en place, Roch Marc Christian Kaboré. Il y exprime sa disponibilité à soutenir toutes les initiatives en vue de la promotion de la paix. Des discussions pour un éventuel retour sont entamées. L'an dernier, le ministre burkinabé de la Réconciliation nationale, Zéphirin Diabré, se rend à Abidjan pour le rencontrer, mais le 6 avril dernier, Blaise Compaoré est condamné à distance à la perpétuité par la justice de son pays pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara. Face à ce retour de l'ancien chef d'État, les ayants droit des victimes du coup d'État de 1987 demandent que les autorités judiciaires prennent toutes leurs responsabilités. Maître Ambroise Farama, avocat des parties civiles dans le procès des assassins de Thomas Sankara, décrit même une situation de pure illégalité. Pour les conseils des ayants droit des victimes, la loi est claire, l'arrêt qui condamne Blaise Compaoré à la perpétuité dans l'affaire Sankara vaut mandat d'arrêt. Ainsi, dès qu'il foule le territoire burkinabé, l'ancien président doit être arrêté. C'est un scénario pitoyable auquel nous sommes en train d'assister, qui remet en cause tout ce qu'on a construit depuis 8 ans pour faire en sorte que l'état de droit prenne racine au Burkina Faso. Désormais, la justice est discréditée. La réconciliation ne se décrète pas, elle ne s'impose pas. C'est pourtant libre qu'il a quitté l'aéroport de Ouagadougou jeudi et qu'il se rendra ce vendredi à une réunion avec d'autres anciens chefs d'État burkinabés. Dans un communiqué, la présidence a toutefois assuré que cette rencontre n'entrave pas les poursuites judiciaires engagées contre certains, tandis que la présidence ivoirienne, elle, affirmait avoir obtenu tous les gages d'assurance que Blaise Compaoré ne risquerait pas l'emprisonnement. Pour Pierre-Olivier Sûr, avocat de Blaise Compaoré, le Burkina est en train d'écrire sa grande histoire et le droit suivra. Le Conseil table notamment sur une amnistie ou une grâce présidentielle. Une issue qui serait malvenue, selon Maître Ambroise Farama,
d'autant que Blaise Compaoré a refusé d'affronter la justice burkinabé. Ce n'est pas la décision de justice qui compte, c'est le moment de réconciliation qui, au contraire, s'impose. Et bien évidemment, le droit suivra. Ce sera soit une amnistie, soit je ne sais quel texte qui scellera par le retour au pays dans le cadre de la réconciliation, une impunité maintenant. Côte d'Ivoire a hypé l'an 2 de la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly célébré à Bouaké. Venance Conan, l'un des auteurs du livre « Le cœur et l'esprit » remettant un exemplaire dédicacé à Fanta Ouattara, la 6e adjointe au maire de Bouaké. Disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, AGC, le 8 juillet 2020, a été célébré jeudi 7 juillet 2022 à Bouaké à l'initiative de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Les populations de la capitale de la région de Gbekesse sont déplacés massivement au siège régional du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, pour rendre un vibrant hommage à cet homme de valeur, qui a beaucoup œuvré au développement de leur cité. Amadou Gon Coulibaly a tout donné pour Bouaké. Il avait un amour incommensurable pour cette ville, a indiqué la 6e adjointe au maire, Fanta Ouattara, au nom du maire, Nicolas Djibo, pour attester de ce grand amour d'AGC pour la ville de Bouaké. Le ministre des Transports, Amadou Koné, par ailleurs député et fils de Bouaké, a, pour sa part, relevé les valeurs qu'incarnait l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly incarnait un certain nombre de valeurs, notamment les valeurs de loyauté, de fidélité, d'humilité, de générosité et de travail, a-t-il indiqué. Il a précisé cependant que de toutes ces valeurs qu'incarnait Amadou Gon Coulibaly, celle du travail était au-dessus de tout. Le gros médicament d'Amadou Gon Coulibaly, c'était le travail. C'est-à-dire ce qui donnait de la force et de l'énergie à Amadou Gon, c'est de pouvoir se lever pour aller au travail. Même si c'est difficile physiquement, il y va et après il est heureux. C'était quelqu'un qui allait jusqu'au bout dans le travail. Il a travaillé jusqu'à la dernière seconde de sa vie et il est mort à la tâche, a révélé le ministre Amadou Koné. Il a, par ailleurs, adressé ses remerciements au PCA de l'Institut Amadou Gon Coulibaly, le ministre Mamadou Touré, ainsi qu'à la direction de cet institut pour avoir inscrit Bouaké dans le programme de la caravane de dédicace du livre « Le cœur et l'esprit », qui révèle quelques traits de la vie et du parcours politique de celui qui fut et qui demeure sa principale source d'inspiration pour trouver les réponses à ses préoccupations. Il a également remercié les auteurs de ce livre, les journalistes écrivains, Venance Conan et Ziad Limam, qui ont réussi à convaincre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de livrer une partie de lui-même. Amadou Koné a, en outre, invité les populations de Bouaké, notamment les jeunes, à lire ce livre pour découvrir l'homme, Amadou Gon Coulibaly. Au-delà des clichés et des a priori, plusieurs centaines d'exemplaires de cet ouvrage, dans lequel Amadou Gon Coulibaly se présente et se laisse découvrir de manière transparente, ont été dédicacés par l'ex-DG de Fraternité, Venance Conan, au cours. Rencontre Bédié Gbagbo Adéo Alfred Guéméné. Salut, l'humilité de Ouattara, ce que l'UPR attend dans l'opinion publique ivoirienne et ailleurs dans le monde. La rencontre du 14 juillet prochain entre les trois grands de la politique ivoirienne sera suivie avec beaucoup d'intérêt. Ce sera en effet la première fois depuis le Forum de la Réconciliation nationale en 2001 que ces trois figures emblématiques de la scène politique ivoirienne, en l'occurrence, les anciens chefs d'État, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ainsi que leur successeur, Alassane Ouattara aux affaires depuis 2011, se rencontreront pour discuter des enjeux liés à la décrispation de la situation sociopolitique dans le pays 24 heures après que l'information ait été dévoilée par le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly, au sortir du dernier Conseil des ministres. Le président de l'Union pour la République, UPR, Alfred Guéméné, nous livrait ce jeudi 7 juillet sa réaction sur ce rendez-vous, qui s'annonce historique. L'UPR pense que l'effectivité de cette rencontre des trois grands est le triomphe de la sagesse. Il ne saurait en être autrement, c'est féliciter d'emblée le leader de l'UPR. Selon lui, cela va dans le bon sens, car cela devrait contribuer inéluctablement à la décrispation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le mouvement républicain qu'il dirige souhaite que cette rencontre ne soit une simple manifestation d'exorcisme, et qu'elle soit l'occasion pour ces trois figures emblématiques de la vie publique de poser clairement les préoccupations génériques des Ivoiriens, et créer ensemble les conditions de leur résolution définitive. En outre, Alfred Guéméné a tenu à féliciter l'ensemble des acteurs et notamment le président Ouattara pour son humilité et son sens d'ouverture. Côte d'Ivoire. Après plus de 3 ans de détention sans jugement, Kader Doumbia, un prisonnier pro-Soro, écrit au procureur général. Dans sa lettre adressée au chef du parquet du Plateau, le président d'espoir de la génération 72, G72, demande sa liberté enlevée le 17 janvier 2019 dans la commune de Cocody alors qu'il vaquait tranquillement à ses occupations avant de se retrouver à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, où il sera accusé de complot contre l'autorité de l'État, d'organisation d'une bande armée et d'atteinte à l'ordre public. Kader Doumbia, président du mouvement EG72, proche du président de
Génération et Peuple Solidaire, GPS, a adressé un courrier au procureur général. Dans le dit courrier dont nous avons reçu copie, le proche de Guillaume Soro demande sa mise en liberté. Cela, après plus de 24 mois de privation de liberté sans jugement. Alors que son dossier a été transmis par le juge d'instruction du premier cabinet et celui de la deuxième chambre d'instruction qui avait la charge du dossier Kader Doumbia, un prisonnier pro-Soro écrit au procureur général. Ils l'ont renvoyé devant le tribunal criminel, qui à son tour